jaune desséché, pourquoi madame de la colline? Vous êtes jaune desséché, pourquoi madame de la colline? Les racines on a arraché, je n'ai plus d'eau dans la poitrine. Et l'eau s'enfuit, 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 dans les prairies l'herbe était si belle. Et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper le cesse sur le fond du puits. Dans les cellules de mes talus, la terre reste prisonnière. Dans les cellules de mes talus, la terre reste prisonnière. Aujourd'hui sur la roche nue, les troupeaux vont dans la poussière. Et l'eau s'enfuit, 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 dans les prairies l'herbe était si belle. Et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper sur le bocage. Alors pourquoi on travaille sur ce bocage-là? Parce qu'on s'est aperçu que de nombreuses haies, de nombreux talus disparaissaient de notre paysage et on essaye de réagir par rapport à cette disparition. Il existe bien sûr une réglementation qui est censée limiter un peu la disparition du bocage. Quand on regarde les chiffres de presse bocage, on nous donne certains chiffres qui nous disent que chaque année, il y a 1% du bocage breton qui disparaît. 1% chaque année, au bout de 10 ans, ça fait 10%. On dirait la 10e année, le 1% est moins important que la première année. Mais enfin bon. Et aujourd'hui, Brest Bocage annonce qu'il y a une stabilisation par rapport au nombre de kilomètres qui sont replantés et par rapport au nombre de kilomètres qui sont arasés. Alors il faut se méfier de cette affirmation parce qu'elle est faite par rapport au département breton. Et dans certains départements bretons où il n'y a plus grand chose à araser, effectivement on arase beaucoup moins aujourd'hui. Mais dans les départements où il y a encore beaucoup de linéaires bretons, on continue à araser parce que l'objectif pour une certaine forme d'agriculture, c'est d'avoir de grands espaces où on peut exercer à plein la mécanisation. Donc, sans souci évidemment des critères agronomiques que le bocage peut avoir. Quid de la biodiversité, quid du bocage qui exerce à la fois un réservoir de prédateurs, des prédateurs de culture. En fait, le bocage, ce sont des insecticides. C'est un insecticide naturel, mais qui fonctionne gratuitement et qui ne cause pas de dégâts à la santé. Ce qui est des critères aussi, un des critères fondamentaux. Alors, ensuite, le bocage, donc, on s'est donc intéressé aux arassements de talus et on s'est aperçu qu'au niveau de la réglementation, même si la réglementation existe, malheureusement il y a peu de personnes, peu d'agents pour la faire, déjà pour contrôler et pour la faire respecter. On nous dit souvent, si vous regardez la réglementation au niveau des talus, il y a beaucoup de textes, on trouve dans le code de l'environnement, dans le code rural, enfin, il y a beaucoup de textes sur la réglementation, mais quand on met un peu son nez dedans, on s'aperçoit que malheureusement, les textes de loi qui existent, par exemple si on prend la protection au niveau des espaces boisés classés, il y a une protection du bocage. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'espaces boisés classés, enfin d'espaces boisés qui sont classés, il n'y a pas beaucoup de protection du bocage en même temps. Si vous regardez également au niveau architecture, au niveau patrimoine, vous avez dans un rayon à peu près de 500 mètres d'un bâti patrimonial une protection. Alors, dans les faits, c'est pas appliqué. Etc. On pourrait décliner ça pendant pas mal de temps. En fait, le texte, ce qui protège vraiment le bocage, c'est quand on a plu, toutes les haies sont protégées.
Le plus, c'est le plan local d'urbanisme. Et on s'aperçoit que beaucoup de plans locaux d'urbanisme n'ont pas mis dans leur texte la protection du bocage. Ou quand elle existe, c'est certaines haies simplement qui sont classées. Donc ce qui évidemment laisse la part belle à un certain arasement des haies et des thèmes. Et les textes les plus importants, c'est ce qu'on appelle la BCAE7. BCAE7, c'était un texte qui a été rédigé au niveau de l'Europe. C'est ce qu'on appelle les bonnes conduites agricoles et environnementales, et qui est censé protéger les éléments topographiques qui ont un rôle dans l'environnement. Malheureusement, la BCAE7 s'accompagne en fait du paiement vert au niveau de chaque exploitant agricole, qui est rétribué pour les éléments de son exploitation qui jouent un rôle environnemental, c'est-à-dire les bois, les haies, les mares. Mais jusqu'ici, c'était pas tellement appliqué. Là, ça commence un petit peu à freiner. Et il faut encore que l'arasement du bocage soit constaté. Or, dans les campagnes, c'est pas toujours facile. D'une part, il y a des arrasements sauvages, et d'une part, il y a aussi le problème en même temps d'intervenir pour un citoyen quand il y a eu un arasement à côté de chez lui. Nous, on a le relais de beaucoup de gens qui nous disent avoir peur, et c'est peur avec des grands B, des grandes lettres majuscules. Ils ont peur de certaines réactions. On connaît des réactions. On a un adhérent qui s'est retrouvé avec 3 agriculteurs dans sa cour, lui disant qu'il était plus que temps qu'il arrête de faire des conneries. Vous voyez comme quoi la vision change d'un bord à l'autre. Alors, donc, aujourd'hui, c'est difficile de savoir, on ne fait pas tellement remonter en fait, le nombre de kilomètres qui sont arasés. Alors, nous avons, au niveau de Rivière de Bretagne, un site qui est hébergé par Rivière de Bretagne qui s'appelle le site Sentinelle, qui permet de faire donc d'une façon anonyme, je dis bien anonyme. Alors, vous donnez votre nom sur le site, mais le nom n'est pas communiqué. Donc, d'une façon anonyme, vous pouvez signaler les arrasements de talus qui ont eu lieu dans votre commune. Et nous, on demande à ce que ce soit fait, parce qu'il est évident que pour se faire entendre, il faut faire remonter ça au niveau de l'État et au niveau de la Commission de Bruxelles. Et donc, plus on aura de dossiers de signalement d'arrasement de talus qui sont faits illégalement, plus on pourra témoigner que la BCAE7 n'est pas suffisante pour protéger les talus. Alors, un juriste dira qu'il y a beaucoup d'éléments de protection, mais il y a aussi le fait qu'il y a peu d'agents sur le terrain. Comment voulez-vous qu'un agent, chaque département compte à peu près dans les 300-400 communes. Donc, au niveau de la DDTM, nous n'avons qu'un agent qui s'occupe par département, qui s'occupe de la destruction des haies. En plus, il a priori ça ne fait pas partie de son travail de se déplacer. Donc, il ne peut fonctionner que par rapport au signalement. Vous voyez comme quoi la loi qui existe, elle est difficile, on va dire, à mettre en application. Les maires également, si les haies sont protégées, ont le pouvoir, ils ont les pouvoirs de police. Donc ils peuvent établir un constat, et logiquement ils devraient le faire. Sauf que nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que, on va dire, dans 90% des cas, il n'y a pas de constat dressé. Ce qui fait que, donc, logiquement, puisqu'il n'y a pas de constat dressé, il n'y a rien qui se passe. Alors, donc, il y a les maires, il y a la DDTM,
mais qui encore, c'est plutôt une administration auquel il faut signaler le dégât. Et après, il reste l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Alors, l'Office français de la biodiversité a juste la possibilité généralement de faire des constats. Les constats ne s'accompagnent pas forcément d'amende ou autre chose. Parce que eux travaillent au niveau avec le code de l'environnement. Et dans le code de l'environnement, les haies sont protégées si elles ont des espèces protégées. Et quand la haie est foutue en l'air, l'espèce protégée, on ne sait pas qu'elle a existé. Et puis, s'ils sont situés dans des zones particulières préservées. Donc ça laisse peu de possibilités en fait pour un agent de l'OFB de faire quelque chose par rapport à un harassement de haie. Là aussi, il faudrait sans doute qu'il y ait une modification au niveau des services de l'État sur les prérogatives en fait de ces agents-là. Et donc voilà, là, il y a des choses importantes à faire et qu'on ne pourra faire que si on a un maximum de signalements dans nos campagnes des harassements sauvages. Alors, les harassements sauvages, s'il y a eu un harassement de talus, s'il est fait légalement, il doit y avoir l'autorisation en mairie. Donc, logiquement, il suffit de téléphoner à la mairie, à la secrétaire ou au secrétaire, et demander s'il y a une autorisation qui a été déposée en mairie. S'il n'y a pas eu d'autorisation qui a été déposée en mairie, c'est une infraction. Voilà. Voilà un plus rapide tour d'horizon de la réglementation. Ensuite, donc, nous travaillons également, nous avons rédigé pas mal de... Bon, Olivier Rivière a organisé un colloque l'année dernière, au mois d'octobre, et puis nous avons réalisé des petits livrets. Alors vous avez un livret particulier sur lequel je vais insister, c'est un tuto de géoportail. Pourquoi géoportail? Parce que c'est un outil qui fonctionne avec des photographies aériennes. Donc si vous utilisez ce tuto-là, vous verrez que ça fonctionne par couche. Donc on a les photographies aériennes de 2015, 2016, 2017, etc. Et 2021, la dernière qui vient de sortir. Donc vous pouvez comparer donc les vues aériennes de 2015 de votre commune et celles d'aujourd'hui. Et vous verrez ainsi les haies qui ont disparu. Alors au niveau du paiement PAC, si on applique vraiment la législation, on doit pouvoir remonter à 2015, puisque c'est 2015 où a été mis en place le fameux texte PCAE7. Si donc il y a des haies qui ont été arrachées à partir de... Les haies prenez la situation de 2015, si à partir de 2015 vous voyez des haies qui ont disparu, logiquement, l'exploitant qui l'a fait, s'il n'a pas eu l'autorisation, est en infraction. Encore faut-il qu'après, ce soit appliqué. Et les subventions peuvent être... On peut prendre les années 2015, à partir de 2015, on peut retirer les subventions chaque année, à partir du moment où ça a été fait. Et encore faut-il aussi, jusqu'ici, alors, petite anecdote quand même, on a recruté une chargée de mission à Lucie qui est là-bas, juste à côté de la porte d'entrée et de sortie. Donc, quand on a recruté notre chargée de mission, on a auditionné pas mal de jeunes qui étaient intéressés. Et dans les jeunes qui étaient intéressés, certains nous ont dit avoir travaillé avec quelques DDM et avoir signalé par exemple des harassements. Et on leur a dit non, tu laisses tomber, on s'en occupe pas. Vous voyez, bon. Maintenant, ça évolue, mais il faut, plus il y aura de citoyens, plus il y aura une pression forte, plus il y aura de collectifs, plus les choses changeront. Il est évident que si on est quelques-uns à crier dans le désert qu'on est en train de nous créer, on ne sera pas entendu. Mais si on est plusieurs, si on réussit au niveau de Bretagne à créer suffisamment de collectifs, là on sera entendu. Bon, là j'arrête, je laisse un peu de place à la musique. La musique adoucit les mœurs. Juste un point quand même important, c'est que ce qu'on constate dans nos campagnes, ce n'est pas le fait
de la majorité des agriculteurs. Loin de là. C'est souvent un ou deux agriculteurs qui s'octroient en fait cette zone de, on va dire, de presque non-droit et qui peuvent transformer une partie de la commune en une bosse, une certaine bosse, mais la bosse c'est plutôt côté bossu actuellement. Voilà. Bon, bonne journée pour l'instant et bonne bière. L'action de les rivières de Bretagne, au niveau de notre combat, on peut dire, pour préserver le bocage. Mais, et heureusement, il n'y a pas qu'aux rivières qui est sensibilisé au rôle du bocage. Il y a aussi des collectifs qui commencent à se créer. On aimerait bien un peu partout en Bretagne. Et donc, notre sensibilité, elle est partagée. Et peut-être des fois encore plus sensible que nous. Jean fait partie de ceux qui ont une sensibilité très forte par rapport à la disparition de ces haies, parce que les haies devraient appartenir à tout le monde. Et ça fait pas mal d'années, Jean, que tu es implanté, n'est-ce pas, sur ton territoire, on va dire... Oui, vas-y. Ça fait 40 ans que je suis installé à Saint-Cerveil. Comme ça. Ça. Oh là là, d'accord. Et ça fait 40 ans que je vois que le bocage disparaît un petit peu tous les ans. Et puis, cette année, j'en ai eu tellement marre de voir la casse qui était réalisée par les pelleteuses que j'ai parcouru partout. Les copains, je suis allé les voir pour leur dire il y a un problème là, sur la Bretagne. On est en train de nous foutre la Bretagne à la casse et il faut réagir. C'est comme ça qu'a été monté les collectifs citoyens à Calac. Et ensuite, au fil des articles qu'on voyait dans le journal, on a pris conscience que c'était toute la Bretagne qui était concernée par l'arasement massif des talus, que c'était toute notre culture bretonne qu'on était en train de foutre en l'air. Voilà. Oui. Parce qu'on rappelle que le bocage, c'est notre patrimoine vivant. Donc, je crois qu'il faut absolument tout faire pour le préserver aussi face à une certaine forme d'agriculture qui utilise plutôt des outils comme la chimie pour apporter la mort, hein, puisque c'est le cas, et qui fait peu de cas du vivant. Et souvent ça s'accompagne effectivement d'une destruction du bocage et d'une destruction aussi de la santé et de notre cadre de vie. Alors Jean a rédigé... Donc moi cet hiver, j'ai passé tout mon temps à démarcher les syndicats, les associations, pour essayer de faire que cette fête soit le plus réussie possible. Et je crois que c'est déjà pas mal pour ce premier mai. Ce que je voulais vous dire, c'est que ici à Spézet, nous sommes sans voix pour qualifier le saccage d'un des plus beaux sites de la commune et peut-être de Bretagne. 95 parcelles, toutes bordées de talus plantés avec des arbres multicentenaires balayés en quelques coups de pelleteuse. On nous dit que c'est légal. Légal ou pas, nous ne supportons plus ces projets qui défigurent nos paysages, détruisent nos sols et notre biodiversité, modifient le régime des eaux et le climat et mettent en danger l'avenir de la planète et celui de nos enfants. Nous dénonçons aussi globalement le projet d'agriculture porté par la FNSEA et de toute la mafia de l'agroalimentaire qui le sous-tend. C'est toute la Bretagne qui est concernée par les destructions massives de son patrimoine de forêts linéaires. C'est toute la culture bretonne qui est en danger. Depuis que nous avons pris conscience de l'ampleur du phénomène, et depuis que nous avons commencé cette lutte, et surtout depuis que la presse fait écho de notre mouvement, plusieurs collectifs ont commencé à se constituer.
Nous devons absolument amplifier le phénomène sur toute la Bretagne afin de créer une force capable de s'opposer aux têtes brûlées qui veulent continuer le massacre. Ça n'est pas vrai, comme je l'ai encore entendu mercredi à Carhaix, qu'il pourrait y avoir deux agricultures, l'une intensive et l'autre plus traditionnelle qui cohabiterait pacifiquement et pour le bien de tous. Il y a sur chaque commune 2 ou 3 casseurs bien identifiés, sans foi ni loi, dans la toute-puissance, qui n'écoutent qu'eux-mêmes. Non seulement ils dégradent l'environnement, mais en plus, ils s'accaparent de tout le foncier qui s'y perd. Privons les communes de la revitalisation par l'installation des jeunes nécessaires à la vie. Dans tout le domaine, l'agrandissement à outrance des exploitations permises par ce néolibéralisme est une plaie pour le tissu rural. J'espère voir des collectifs locaux se mettre en place partout en Bretagne. Collectifs à qui il appartiendra de définir les stratégies locales d'action, et elles sont nombreuses. Information du plus grand nombre de citoyens, articles dans la presse, le plus souvent possible pour faire le plus de bazar possible, mise en œuvre des politiques pour faire, mise en demeure des politiques pour faire appliquer les lois, modification des PLUI ou des SCOT. Nous devons mener ces actions sans tomber dans les amalgames simplistes dans lesquels veulent nous enfermer la FNSEA et dans lesquels ce syndicat morbide veut enfermer l'agriculture et les habitants du monde rural. Il n'y aurait qu'un seul modèle de développement, le leur. Nous aurons besoin aussi d'élaborer des structures et des stratégies plus globales au niveau régional pour intervenir en amont en cas de péril imminent et avant qu'il ne soit trop tard, comme ici à Spézet. Nous avons aussi besoin de faire en sorte que la peur change de camp. Nous n'avons pas à culpabiliser en dénonçant nos paysages dévastés, nos rivières polluées et les algues vertes qui dénaturent nos côtes. Ça n'est pas à nous d'avoir honte de nos cancers liés à ces pesticides ingurgités. Sortons de chez nous et n'ayons pas peur de leur dire en face les dégâts que ces gens causent à la planète. Nous devons à la fois opposer une détermination sans faille contre les casseurs, avoir une patience infinie et une immense empathie envers tous ceux qui se sont fait embarquer dans ce système qui les écrase et qui ne sont que les pions et les victimes des lobbies, mais qui se sentent aussi quelquefois montrés du doigt quand le système déraille. Alors, je voudrais que vous vous inscriviez sur le site Clesiou pour qu'ensemble nous puissions agir au niveau de la Bretagne. Je vous garantis que nous répondrons à toutes les demandes, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons constitué des groupes depuis quelque temps encore. J'espère que l'année prochaine, on pourra organiser une nouvelle fête des Clesiou et pourquoi pas peut-être à Calac, puisqu'il y a plein de nouveaux qui se sont venus se joindre au mouvement et que nous avons les forces pour faire ça. Voilà, je vous remercie. Alors, je voudrais ajouter quelque chose quand même au niveau de Jean-François, c'est que non seulement il a dans les tripes effectivement ce patrimoine, ce paysage qui disparaît, mais Jean-François c'est aussi de quoi il parle, parce qu'il fait l'accompagnement solidaire des paysans qui sont en difficulté. Et il sait que dans notre campagne, eh ben, c'est une réalité terrible qui existe. On va dire que ces paysans-là sont aussi victimes quelque part d'un certain discours productiviste. Et je crois que les combats, que ce soit pour les paysans qui sont victimes du productivisme, comme pour les haies qui sont victimes du productivisme, c'est le même combat. C'est tout.
plus contraire. Moi c'est. Bon, là où nous faisons et Gouel Arflechou. Et pas dans l'UDB à Vrome, mais Gurel Bedentiker et Koumana, Agonos Klask. Non, ja. Agonos Klask et de Rabenag, le show. Donc je disais, oui, je représente l'UDB dans la circonscription là, pour les élections, mais j'ai été élu municipal à Comana. J'ai fait 2 mandats, dont un en tant que premier adjoint au maire. Et on a constaté, comme dans d'autres coins, que les exploitants agricoles continuaient à grignoter des talus. En plus, nous, c'est le côté nord des Monts d'Arrée. Donc, tout ce qu'on peut ramasser, on ramasse. Tout ce qu'on peut gratter, on gratte. Surtout certains, surtout 1 ou 2, on en parlera souvent. Alors, le souhait de la municipalité, avec des élus de tendance, je dirais, écologiste, dont je faisais partie, a été de réglementer, on va dire, les atteintes au talus, qu'il n'y ait plus d'atteintes qui passent comme ça inaperçues et sur lesquelles personne n'avait rien à dire ou constater une fois que c'était fait. Donc la démarche a été effectivement d'aller vers un classement des talus. Alors pour y arriver, je ne sais plus d'ailleurs d'où nous est venue l'idée qui nous a suggéré ce dispositif. Pour y arriver, nous nous sommes appuyés sur le syndicat de bassin de l'Elorme. Vous savez, les syndicats de bassin ont la responsabilité de gérer l'eau. Et à ce titre-là, ils ont des moyens. Et ça nous a permis donc d'avancer sur une méthode qui était d'abord un diagnostic. Donc sur la commune, on a pu faire une cartographie des talus. Donc ça, c'est quand même un grand travail, il faut le dire, qu'une commune toute seule aurait du mal à faire. Il faudrait des chargés de mission, etc. Là, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur la logistique du syndicat de bassin de l'Elorme. Et donc, on avait la volonté politique de le faire, aussi, il faut dire, quand même à la base. Et après un travail d'à peu près 1 an, on a encore pris plusieurs mois pour valider une carte, un diagnostic. Alors une carte qui ne devait pas être figée. Ça, pour que ce soit accepté par les agriculteurs, cette carte n'est pas figée. Simplement, elle présente la situation à un instant T. Et cette carte-là, la commune qui, à l'époque, n'avait qu'une carte communale comme document d'urbanisme, la commune a donc pu faire inscrire le réseau de talus dans le cadastre, enfin, dans la carte communale, c'est-à-dire dans les documents d'urbanisme. D'accord ? Et après, donc, si on veut y toucher, si on veut toucher à des talus, la loi veut maintenant que donc, comme ils sont classés, il faut faire une déclaration de travaux. D'accord ? Comme quand vous voulez construire une véranda, vous n'avez pas le droit de le faire comme vous voulez, n'importe comment, n'importe quand, etc. Donc, il faut une déclaration de travaux. Après, cette déclaration-là, elle passe devant une commission. Alors, de mémoire, cette commission, c'était 1/3 d'agriculteurs qui sont concernés au premier chef, 1/3 d'élus et 1/3 d'associations environnementales. Je pense que Eau et Rivière était dedans, représenté, je ne sais plus. Bref, vous aviez une commission tripartite, quoi, et qui donc étudie chaque dossier. Elle peut accepter un arasement de talus sans condition, ça peut arriver. Elle peut accepter un arasement de talus avec compensation. Donc l'agriculteur, à ce moment-là, il doit faire quelque chose pour contrebalancer, pour éventuellement lutter contre les effets néfastes de l'arasement de talus, parce qu'il y en a, évidemment. Ou bien alors elle peut aussi refuser. Donc l'intérêt, c'est que cette commission marche bien. La difficulté qu'on a pu avoir, nous, à Comana, c'est que nous avions nos agriculteurs, mais il y avait aussi dans la commission, du côté des élus, il y avait aussi des agriculteurs. Alors dans les faits, on arrivait souvent à 50-50. Voilà. Donc dans ces cas-là, le projet passe quand même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs devant déposer une demande de travaux, on ne peut plus faire comme on le souhaite, quand on le souhaite, une destruction. Donc c'est un outil, ça demande une volonté politique, mais c'est une décision municipale
qui fait à ce moment-là que les talus sont inscrits dans les documents d'urbanisme. Donc je rappelle, pour nous à l'époque c'était carte communale, mais dans les plus grosses communes depuis longtemps on parle de PLU, hein, plan local d'urbanisme. Maintenant ça passe souvent à l'intercommunalité, donc c'est le PLUI. Alors je vais terminer là-dessus pour passer la parole à mon voisin, pour vous dire que peut-être effectivement le fait que ce soit PLUI, c'est-à-dire intercommunal, ça rend la chose plus facile, parce que souvent les élus locaux dans les petites communes, s'ils ne sont pas agriculteurs en plus d'être maires, forcément leurs voisins sont agriculteurs, des membres de leur conseil municipal sont agriculteurs, il y en a de toutes sortes, vous savez, hein. Il y en a des biens, et puis d'autres qui s'en foutent un peu. Nous, sur Comana, le constat est qu'on a toujours une tête brûlée, quelqu'un qui va continuer. On se retrouve encore, c'est vrai, des fois devant le fait accompli, mais on peut porter plainte aujourd'hui. Ça peut être des amendes, ça peut être des obligations de reconstruire, d'accord? Donc il y a des outils légaux, donc au moins autant utiliser la loi autant qu'on le peut, autant qu'elle est là. Voilà en résumé, hein, je pense, ce qu'on voulait dire. Bravo. Juste quelques petites remarques. D'abord, bravo au conseil municipal d'avoir décidé de classer les talus. Bon, je pense que quelquefois c'est une démarche courageuse. Il ne faut pas hésiter. Oui, qui prend du temps, mais qui en même temps est constructive, parce que je pense que là, on peut trouver un dialogue entre les agriculteurs et les citoyens, les organisations de protection de la nature. Et je pense que le dialogue est important. Il ne faut pas le refuser, loin de le refuser, au contraire, il faut le chercher, parce qu'il faut réussir à se comprendre les uns et les autres, et c'est pas toujours évident de passer la barrière d'une profession à une autre, de citoyen agriculteur. Je crois que c'est une démarche qu'il faut encourager. Une deuxième remarque, eh bien, Comana, c'est une commune du parc naturel d'Armorique. Et on peut s'étonner quand même que dans un parc naturel, ce patrimoine vivant qu'est le bocage n'ait pas été protégé dès le départ. Non pas pour le figer, on a vu qu'on peut le modifier, mais ceci en s'entourant de précautions, d'une demande d'autorisation et d'une consultation des techniciens bocage et autres. Je crois que c'est important aussi, mais je crois que c'est quand même paradoxal que dans un parc naturel, la première des choses n'ait pas été de classer, puisque naturel, le patrimoine naturel. On a classé les langues, mais on n'avait peut-être pas conscience à cette époque-là de l'importance du talus et de la haie. Et je pense qu'il faudrait que beaucoup d'élus réfléchissent et prennent comme exemple cette démarche. Merci encore d'avoir témoigné.